bienvenue. Bienvenue à cette 25e édition des Dialogues MR21. Merci de votre présence à tous parmi nous ce soir. Je suis ravie d'accueillir aujourd'hui Cécile Duflot. Merci d'avoir accepté notre invitation. Cécile Duflot, vous êtes directrice générale d'Oxfam France. Quelques mots sur votre parcours. Vous avez commencé à militer au GNEPI auprès des personnes incarcérées lorsque vous étiez étudiante. De 2006 à 2012, vous avez occupé le poste de secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts. Puis, vous avez été nommé ministre de l'Égalité, des Territoires et du Logement de 2012 à 2014. Jusqu'en juin 2017, vous avez été député de la 6e circonscription de Paris avant de quitter la vie politique et prendre la direction générale de l'ONG d'Oxfam France. Pour ceux qui sont là pour la première fois ce soir, quelques mots sur le réseau. Donc, le réseau MR21 est une association créée en 2016 qui réunit des responsables venant d'horizons différents, entreprises, institutions publiques, associations, tous engagés pour développer les pratiques du management durable dans leur organisation. Donc, notre dialogue durera 1 heure et se déroulera en 2 temps. J'échangerai tout d'abord avec notre invité autour de 3 questions, puis dans la deuxième demi-heure, ce sera un échange avec les participants qui sont déjà nombreux ce soir et qui pourront poser leurs questions par l'intermédiaire du chat. N'hésitez pas à commencer à mettre vos questions dans le chat, ce qui nous permettra de les regrouper par sujet dans la deuxième demi-heure. Alors, il y a un peu plus d'un mois, en fait, 3 ONG, les Amis de la Terre, Notre Affaire à tous et Oxfam France, ont décidé d'assigner en justice la première banque française, BNP Paribas, pour sa contribution critique au changement climatique. Cécile Duflot, quand on voit que des ONG comme Oxfam viennent sur le terrain de la finance, un secteur où on pourrait avoir le sentiment que c'est compliqué, réservé à des spécialistes, on commence à se poser des questions et surtout, on veut en savoir plus. Donc, on vous remercie encore d'avoir accepté cette invitation. Et ça m'amène à ma première question. Pourquoi le secteur de la finance est-il si important pour sauver le climat? Et puis, depuis l'entrée en vigueur de l'accord de Paris en novembre 2016, est-ce que la finance s'est adaptée pour répondre à l'exigence écologique? En bref, est-ce que le paradigme de la finance, celui de la maximisation des rendements, a changé? Alors, déjà, merci beaucoup de votre invitation. En plus, on a dû reporter ce rendez-vous, donc je vous présente mes excuses, mais il y avait quelques petites mobilisations diverses et variées sur d'autres sujets que la finance et le climat, mais je suis heureuse d'en parler avec vous. Oui, c'est très important pour une raison assez simple. D'abord, juste pour vous expliquer pourquoi Oxfam travaille sur ces sujets. Oxfam est une ONG qui est née il y a 80 ans en Grande-Bretagne, historiquement engagée contre la pauvreté. Et notre engagement est toujours double, c'est-à-dire qu'on agit sur le terrain, on fait la réponse humanitaire aux situations de catastrophe ou de conflit, on soutient des projets de développement, mais on a aussi toujours travaillé sur les causes de ce qui se passait. En France, dans l'histoire d'Oxfam France, on a beaucoup travaillé sur les entreprises de l'armement et notamment sur une grande campagne avec d'autres contre les mines antipersonnelles ou les bombes à sous-munitions, par exemple, qui faisaient beaucoup de dégâts sur les populations civiles en particulier, jusqu'à leur interdiction. Donc, on travaille à la fois sur les conséquences en apportant des réponses sur le terrain et sur les causes. Et quand on a travaillé sur les causes de la pauvreté, on s'est rendu compte qu'une de ces causes était l'aggravation des inégalités qui crée des trappes à pauvreté, cette aggravation des inégalités au profit des ultra-riches. C'est ce qu'on publie chaque année au moment de Davos. Vous nous avez sûrement entendu sur ces questions et c'est un sujet dont la France n'est pas exempte. Mais on s'est aussi mis à travailler sur le climat par le prisme de la pauvreté, notamment par le fait qu'un certain nombre de populations, en particulier celles des pays de l'Afrique centrale et du Sahel, et puis d'Asie du Sud-Est, vivent déjà depuis plusieurs années les conséquences du dérèglement climatique, notamment avec des famines à répétition, une baisse des rendements agricoles, due en particulier à la sécheresse, ou plus exactement à l'alternance sécheresse et pluie diluvienne, comme ce qui est arrivé dans plusieurs pays d'Afrique il y a 1 an. Et donc, on s'est mis à travailler sur le climat il y a plus de 10 ans maintenant. Et en travaillant sur le climat, on s'est dit, mais où sont les responsables? C'est-à-dire qui peut agir
face au dérèglement climatique. Quand on parle de responsables, on peut dire que c'est eux qui sont en cause et que c'est eux qui font une faute, mais on peut aussi se dire, avec une vision plus positive, que s'ils changent d'attitude, s'ils changent leur pratique ou leur politique, ils vont avoir un rôle décisif. Et c'est exactement comme ça qu'on est remonté à 3 grands groupes d'acteurs. Le premier, assez évident et assez naturel, les États, qui ont des capacités de financement et de régulation très importantes. Donc, ça, c'est ce qui s'est passé avec notamment les travaux au sein des COP, dont l'accord de Paris, dont est issu l'accord de Paris. Ensuite, une deuxième catégorie d'acteurs, ceux qui possèdent, vous avez sûrement entendu parler de ces chiffres autour des émissions des très grandes entreprises, de ceux qui possèdent ces très grandes entreprises, et il se trouve que dans un certain nombre de cas, ce sont soit leurs patrons, soit les familles qui les possèdent, et donc une grande partie des milliardaires. Donc, on a beaucoup travaillé aussi sur les milliardaires et leur impact, mais aussi leur rôle possible et positif. Donc, c'est à chaque fois quand on peut paraître virulent, c'est aussi parce qu'on pense que ces interlocuteurs-là, ces acteurs-là peuvent, s'ils changent leur attitude, avoir un rôle absolument décisif. Et troisième groupe d'acteurs décisifs, les financiers, les banquiers, ceux qui investissent dans l'économie. Alors, pourquoi les banques? Là, c'est assez clair, pour une raison très simple, parce que l'Agence internationale de l'énergie a dit que nous ne devions plus avoir de nouveaux projets fossiles. Il faut arrêter d'avoir de nouveaux projets fossiles à l'échelle de l'ensemble de la planète. Et il se trouve qu'un certain nombre de banques continuent de financer des nouveaux projets, soit directement, soit en finançant des acteurs dont une partie de l'argent est utilisée pour financer ces nouveaux projets. Et c'est pour ça qu'on a sorti un premier rapport qui montrait que les banques françaises, qui ne sont pas des petites banques, il faut savoir que parmi les banques françaises, il y a des plus grandes banques mondiales. Donc, ce ne sont pas des petits acteurs de la finance mondiale. Les banques françaises représentent aujourd'hui plus de 8 fois les émissions de gaz à effet de serre de la France entière. Et ça, c'est l'étude qu'on a publiée en 2020. Alors, tout ce dont je vous parle est disponible évidemment en accès totalement libre sur le site oxfamfrance.org. Vous pouvez lire les résumés ou télécharger l'intégralité du rapport et tout est gratuit, évidemment. Donc, ces banques françaises ont une responsabilité parce que si on regarde quel serait l'horizon climatique qui serait celui qui déclinerait des investissements des banques françaises, on serait sur une trajectoire à plus 4 degrés d'ici 2100, très loin de l'objectif de tenir sous les 1,5 degrés qui est celui de l'accord de Paris. Enfin, tenir sous les 2 degrés en s'approchant des 1,5 degrés. Donc, voilà pourquoi on s'est intéressé des établissements bancaires, en travaillant d'abord dans un premier temps, en essayant de les faire bouger, et ça a marché avec certains d'entre eux, notamment le Crédit Agricole, il y a plusieurs années, sur sa politique charbon. Ils sont un peu arrêtés en cours de route, mais en revanche, 2 autres banques françaises ont beaucoup bougé, la Banque Postale et le Crédit Mutuel, qui ont publié, et notamment pour la Banque Postale, une politique qui est la plus ambitieuse politique climatique au monde. Alors, la Banque Postale, c'est un petit acteur, mais si l'on inclut dans son périmètre maintenant qui s'est élargi, ça n'est plus un si petit acteur que ça. Et ça démontre que c'est possible. Et le Crédit Mutuel, dont nous avons salué là aussi les avancées importantes en matière de politique et de choix de politique climatique. Donc voilà pourquoi on s'intéresse aux acteurs en essayant de les faire bouger, mais quand ils ne bougent pas, et qu'ils sont de mauvaise foi. C'est le cas de la BNP, avec qui le dialogue a été, contrairement à ce qu'ils écrivent, en disant qu'ils sont disponibles pour dialoguer, on n'a jamais pu parler avec eux. En revanche, ils s'enferment dans un certain nombre de choix politiques, continuent de dérégler le climat. Donc voilà pourquoi nous avons fait le choix de porter l'affaire en justice de la même manière que nous l'avions fait avec l'affaire du siècle, en attaquant l'État français pour inaction climatique. Nous avons gagné à 2 reprises, à la fois sur le préjudice écologique du retard à agir, mais sur l'injonction à agir. Il faut savoir que BNP est aujourd'hui le premier financeur européen du développement des énergies fossiles entre 2016 et 2021, et il est le premier financeur mondial, même pas européen, des 8 géants du pétrole et du gaz, dont Total, entre 2016 et 2021. Donc la responsabilité de BNP, elle est très lourde et très importante. Voilà pourquoi, comme le dialogue était sans objet, on est passé à une méthode plus brutale, qui est celle de l'assignation en justice au titre de la loi devoir de vigilance. Très bien, ce qui m'amène à ma deuxième question justement, merci. Donc les actions
menées par les ONG pour inciter les acteurs financiers à respecter leurs engagements. Il y a ces actions plus sur la BNP, vous l'avez cité, hein, l'État qui s'est fait condamner pour inaction climatique, l'action que vous avez menée avec notre affaire à tous. Est-ce qu'il y a d'autres actions que mènent les ONG? Comment vous pouvez inciter en fait ces acteurs qui sont, comme on l'a dit, c'est complexe, c'est un secteur vraiment qui n'est pas forcément aisément appréhendé en fait. Donc comment les ONG en fait les incitent à changer? Alors, on agit de plein de manières. D'abord, nous, on croit ce qu'on appelle le pouvoir citoyen, c'est-à-dire la capacité qu'ont les citoyens de se saisir de certains sujets pour peser, soit sur des décisions de politique publique, soit sur les décisions d'acteurs privés. Pendant longtemps, un certain nombre d'ONG se sont dit, en fait, ce qu'il faut, c'est qu'on ait des banques auxquels on croit, ou des acteurs auxquels on croit, et puis d'aller chez ces acteurs-là. Donc, en gros, de changer de banque, typiquement, de pouvoir dire, allez chez des banques qui sont les banques les plus exemplaires. Alors, nous, on répond bien volontiers quand on nous dit c'est quelle banque dont vous trouvez que la politique est bonne, mais notre objectif, c'est pas qu'il y ait une ou deux banques exemplaires et que les autres continuent à financer du pétrole et des gaz de schiste. Nous, notre objectif, c'est de changer toutes les banques. Donc, voilà pourquoi on utilise toutes les méthodes d'action, de l'échange, de la discussion, la méthode dont je vous ai parlé avec l'affaire BNP, mais aussi un travail qu'on a initié avec 14 grandes mairies, dont Paris, Lyon, Rennes, Strasbourg, Bordeaux, Grenoble, pour qu'elles s'engagent à ne plus emprunter de leur financement de projets aux banques qui ne respectent pas les accords de Paris. Il faut savoir que ce que nous demandons aux banques, ce n'est pas de désinvestir immédiatement. Il faut être très clair là-dessus. Nous leur demandons d'avoir une trajectoire de sortie et de demander des comptes aux entreprises dans lesquelles elles investissent sur leur trajectoire de sortie. Et c'est ça que nous demandons, c'est-à-dire c'est pas de sortir du jour au lendemain et de tout arrêter, mais c'est d'être très clair sur quelle est cette trajectoire et de la vérifier et de la valider étape par étape. Donc, on utilise les citoyens, on utilise la justice, mais aussi ceux qui ont recours aux emprunts bancaires, que sont notamment les collectivités locales. D'accord. Pour avoir un ordre d'idée, l'emprunt bancaire, c'est 34% de l'investissement de l'ensemble des collectivités locales en 2021. Donc, ces actions, en fait, c'est des actions à très long terme. L'action que vous venez de mener, en particulier que vous avez lancée il y a un peu plus d'un mois. Est-ce que vous pensez qu'on va aller sur des condamnations telles que peut l'avoir eu l'industrie du tabac, par exemple, aux États-Unis? Alors, ce qui est intéressant, c'est quand on a commencé l'affaire du siècle, si vous avez un peu suivi cette histoire et si vous l'avez entendue, on nous disait n'importe quoi, jamais vous n'obtiendrez de condamnation et encore moins du tribunal administratif pour préjudice écologique, c'est juste de la com, vous faites exprès, etc., etc. C'est pas du tout ce qui s'est passé. C'est pas du tout ce qui s'est passé pour plusieurs raisons. La première, c'est que d'abord, on est dans un moment où je pense que l'été 2022 sera un moment de bascule pour la France, puisque nous avons vécu les premières manifestations vraiment très particulières du dérèglement climatique appliqué à notre territoire avec les méga-feux de Gironde, un événement qu'on n'avait jamais connu et dont on sait qu'il est lié à la conjonction d'une sécheresse très importante, d'une vague de chaleur, plus de vent, et que ces conditions, enfin ce cocktail de conditions très défavorables va augmenter et va avoir lieu plus souvent à cause du dérèglement climatique. Le dérèglement climatique, c'est vraiment ça, c'est des événements météorologiques plus fréquents, plus intenses et qui dépassent les normales ou même les extrêmes de ce qu'on a connu. Donc, dans ce moment particulier où quand même la conscience change, les acteurs, tous à leur place, ont une responsabilité qui est différente. On ne peut plus se cacher derrière le déni ou derrière des discours climato-sceptiques ou encore les alimenter. Et ça vaut pour les magistrats. Ça vaut pour les magistrats et notamment pour le Conseil d'État qui a beaucoup réfléchi et réfléchit beaucoup avec les autres cours suprêmes divers et variés des autres pays sur ces contentieux climatiques parce que beaucoup de pays ont été saisis de contentieux similaires, pas exactement les mêmes, mais similaires. Et cette question est posée de quelle est la responsabilité des gouvernants face à un péril qui menace directement leur population. Donc évidemment, les choses ont beaucoup changé et la juridiction nous a donné raison. Mais ce que je trouve intéressant et un élément d'actualité
très brûlante, c'est que nous avons utilisé donc la loi devoir de vigilance pour attaquer la BNP. Et que donc beaucoup disent « Ah mais non, mais la loi devoir de vigilance, elle ne s'applique pas au climat, etc. » Elle s'applique tellement peu au climat et ils sont tellement peu inquiets que aujourd'hui est en discussion, et vous devez le savoir, une directive autour de la RSE et dans la proposition de la Commission figurent les services financiers. Et il y a un intense lobbying de la France, pas très digne d'ailleurs, et qui choque beaucoup de nos partenaires européens, pour faire sortir les services financiers de cette directive, pour que ces règles de RSE ne s'appliquent pas aux services financiers. Alors, je pense que ça a peu d'espoir d'aboutir, mais le fait qu'il y ait eu ce lobbying intense de fait me fait dire que probablement c'est justement parce que l'expertise juridique sur le travail qu'on est en train de mener et les décisions que pourrait prendre le tribunal inquiète notamment la BNP, et a raison, parce que je pense qu'on est directement, quand on parle climat, dans le champ de cette responsabilité sociale et même d'une forme de responsabilité vitale. On sait très bien que le problème du dérèglement climatique, c'est un problème d'habitabilité de la Terre pour l'espèce humaine. Donc, poser cette question et la question de l'action des responsables au moment où ils ont toute connaissance des paramètres et des effets de leurs actions est une question qui est parfaitement légitime en démocratie. Tout à fait. Transition vers ma prochaine question, le rôle des responsables, finalement. Il y a une citation célèbre j'ai retrouvé également une citation de la Banque centrale européenne, donc en juillet dernier, donc c'est vraiment récent, encore une institution quand même, qui demandait aux banques de la zone euro de renforcer urgemment la prise en compte des risques climatiques dans leur stratégie, en indiquant même qu'actuellement, les banques sont bien loin de respecter les bonnes pratiques. Alors voilà, donc on a des très beaux discours, pour que les banques réduisent réellement leur impact. Alors, d'abord, vous avez utilement rappelé les propos de Bruno Le Maire. C'est notre ministre chouchou quand même, qui chaque année pour le Climate Finance Day dit la même chose, dit attention, il faut que vous bougiez, sinon nous allons réglementer. Et à chaque fois, il ne se passe rien et il ne se passe toujours rien l'année prochaine. Donc, ça valide le fait que, ça pourrait nous emmener plus loin sur d'autres choses, c'est que sans réglementation et sans encadrement, c'est difficile pour les acteurs privés, pas impossible, on l'a vu, certaines banques l'ont fait, mais de pouvoir aller de l'avant. Et il nous semble que c'est tout à fait légitime de la part de la puissance publique de réguler le secteur financier sous l'angle climatique. On a été tout à fait capable de le faire avec BAL 3 sur les règles prudentielles. Donc, on va voir, je dis ça le 30 mars 2023. Le président de la FBF a dit qu'il n'y avait aucun risque et j'ai vu que Christine Lagarde et le FMI étaient quand même moins sûrs. Donc, nous allons, peut-être que je vais être démentie par les faits, mais en tout cas, on sait qu'on peut réguler tout un tas de choses. Aujourd'hui, quand vous naissez aux États-Unis, vous n'avez aucun moyen d'échapper au fait de payer vos impôts aux États-Unis. On a une capacité à mettre en place des réglementations qui est réelle et qui n'est pas inutile parce que ça donne les mêmes règles à tout le monde. Donc, nous, évidemment, on est très clair sur la nécessité qu'il y ait des règles qui soient des règles fermes sur les établissements bancaires, puisqu'on voit bien qu'on n'a pas du tout avancé en direction d'un verdissement de la finance. Donc, l'idée, c'est pas que c'est la finance, et puis un petit truc là à côté qui s'appelle finance verte, c'est de verdir la finance, c'est-à-dire de faire en sorte que le secteur financier ne soit pas un secteur qui contribue à alimenter un système qui court à sa perte. C'est aussi simple et aussi clair que ça. Donc, on veut le verdissement de la finance, on pense que plein d'outils sont utiles, mais on est aussi convaincu que, à l'inverse, si ces réglementations existent, ça peut être très positif dans la mesure où, du coup, le secteur financier va se mettre à financer un certain nombre de développements, de projets ou de solutions techniques qui sont compatibles avec un monde à 1,5 degré, même si on sait que le sujet numéro 1, c'est celui de la sobriété, c'est-à-dire d'une baisse de nos consommations, en particulier de fossiles, la plus importante possible, avec une pente beaucoup plus rapide que celle qu'on connaît aujourd'hui.
Ce que je comprends, hein, donc, c'est que l'autorégulation a ses limites. On en voit ici les limites, beaucoup de discours. Vous dites il y a des outils possibles. Est-ce que voilà, demain, vous remplacez Bruno Le Maire au ministère, votre première mesure par rapport au verdissement de la finance dans son ensemble? Notre première mesure, alors, nous, on a vraiment la volonté, mais le débat a lieu au niveau européen, hein, qu'on puisse avoir un reporting aussi sérieux, parce qu'il a fallu 600 ans hein, pour stabiliser les normes comptables. Donc, l'objection pour dire qu'on puisse faire un reporting aussi efficace sur le carbone, c'est de dire « Ouh là là, c'est beaucoup trop compliqué, etc. » Alors, moi qui ai dirigé des entreprises, qui en ai géré, je sais très bien qu'on peut bidouiller quand même assez largement des bilans. Je ne parle même pas des systèmes qui permettent que les grandes banques françaises exonèrent leurs clients étrangers de payer l'impôt sur les dividendes. Fermons la parenthèse, mais petit sujet d'actualité pour montrer qu'effectivement, dès qu'il reste des petites trappes, on voit bien qu'il y a une tentation de s'en servir. Donc d'abord, ce reporting-là, qui nous semble très important, mais ensuite, la nécessité justement de empêcher les banques de financer les industries polluantes, tout simplement. Il y a des choses qu'on n'a pas le droit de financer. Hein. On n'a pas le droit de financer l'esclavage, on n'a pas le droit. Il y a tout un tas d'activités. On n'a pas le droit de financer une banque, n'a pas le droit de financer des activités criminelles. Eh bien, il faut qu'elle n'ait pas le droit non plus de financer des entreprises dont le scénario carbone nous emmène vers un monde à 4 degrés. Mmh. Et vous évoquiez tout à l'heure le crédit mutuel, un petit peu comme, alors il y avait la banque postale, le crédit mutuel qui est une banque un petit peu plus importante, alors peut-être un petit peu plus difficile pour eux de mettre en place des choses, qui ont en effet pris cette initiative donc de dividende sociétal, je crois suivi par la MIF sur un dividende écologique. Ça vous paraît souhaitable? Est-ce que vous pensez que c'est possiblement étendable à toutes les banques? Alors, ça nous paraît souhaitable et ça nous paraît même étendable à toutes les entreprises pour une raison assez simple, c'est qu'on est convaincu qu'aujourd'hui, on a un système qui dysfonctionne, c'est-à-dire qui pousse à la distribution massive de dividendes, y compris des entreprises qui ne font pas de profit. C'est un système vraiment extrêmement contraignant pour les entreprises et qui nous semblerait utile. Oxfam avait fait le calcul sur la distribution, sur les bénéfices 2018 des entreprises du CAC 40. Si on avait plafonné la distribution des dividendes à 30% de ces bénéfices, on ne dit même pas qu'on ne distribue plus de dividendes, hein. On ne distribue que 30% et qu'on garde 70%. Ces 70% auraient suffi pour financer la transition énergétique des entreprises en question. C'est-à-dire que notre sujet, c'est d'investir pour faire évoluer l'activité de ces entreprises. Alors évidemment, il y a des entreprises qui doivent évoluer beaucoup plus vite et de façon beaucoup plus radicale que d'autres. C'est le cas de Total. Total peut rester un énergéticien, mais qu'il faut qu'il devienne 100% renouvelable, pour dire les choses. Et il y a des entreprises qui ont des activités qui peuvent complètement changer. On sait peu, mais Nokia, ça a commencé par une entreprise de bottes en caoutchouc avant de faire des téléphones. American Express, c'était d'abord une société de diligence qui traversait les États-Unis, d'où le nom. Et puis ensuite, ils se sont rendus compte qu'il y avait plus d'argent à faire en faisant du transport de fonds. Donc, ils ont fait du transport de fonds en diligence, puis ailleurs. Puis ensuite, ils ont basculé vers la monnaie dématérialisée. Donc, on voit bien que la vie des entreprises, j'allais dire que sans tuer une entreprise, on peut la faire évoluer. Et on veut que ces entreprises évoluent. Et pour ça, il y a un des moyens qui est de plafonner la distribution de dividendes. Parce qu'on voit bien que les actionnaires eux-mêmes ont beaucoup de mal à se limiter. Hein. La pandémie l'a montré. Une entreprise comme McDonald's qui avait dégagé d'énormes profits et qui avait été contrainte par ses actionnaires à énormément distribuer, n'avait pas du tout les ressources dont elle aurait pu disposer pour faire face, dans les pays où il n'y a pas eu, comme en France, des aides publiques massives, pour faire face aux difficultés économiques liées à la pandémie et à la fermeture de ces restaurants. Donc, c'est aussi une vision beaucoup plus durable de l'entreprise, de la sortir des griffes d'une finance ultra court-termiste. Mais ça vaut aussi pour la rémunération des dirigeants parce qu'il y a en fait une espèce de cercle vicieux qui s'installe où, comme les dirigeants sont intéressés par les résultats des actionnaires, ils prennent des décisions stratégiques qui visent à maximiser l'intérêt des actionnaires, qui peuvent souvent être des intérêts de court terme plutôt que des intérêts stratégiques de long terme pour les entreprises.
Une loi qui interdirait aujourd'hui, c'est la question que je me pose, est-ce que ça serait possible, par exemple, une loi qui interdirait aujourd'hui les nouveaux, d'investir dans les énergies fossiles, carrément. Ça, c'est possible. Demain, en France, c'est possible, une loi qui interdirait d'investir dans les énergies fossiles? C'est possible une loi qui contraint les banques à s'assurer que les entreprises dans lesquelles et les projets dans lesquels elles investissent soient compatibles avec une trajectoire de sortie des fossiles. Oui, c'est tout à fait possible. Mais je voudrais en profiter, j'ai vu passer la question sur « Ah oui, mais si on embête ces pauvres banques françaises, c'est les Chinois qui vont y aller ». Donc, c'est un argument très intéressant parce que c'est l'argument permanent et surtout. Alors, je le dis, hein, et je critique pas du tout la personne qui m'a posé cette question, mais si vous regardez les débats parlementaires français sur le travail des enfants, ils sont en ligne sur le site de l'Assemblée nationale, vous verrez que les arguments les plus virulents contre l'interdiction du travail des enfants, qui ont abouti d'ailleurs à faire échec à une première loi d'interdiction sur le travail des enfants en dessous de 12 ans, hein, c'était ça quand même la première loi, c'était de dire mais nos entreprises françaises vont être complètement défavorisées par rapport aux autres entreprises et on va perdre tous les marchés. Donc, c'est toujours le même argument. Deuxième chose qu'il faut que vous ayez en tête, ce qui est le plus grave dans le dérèglement climatique, c'est que sur certaines parties du globe terrestre, on arrive à un combo de température et d'humidité qui les rend totalement inhabitables pour l'espèce humaine, le corps humain. On peut vivre dans le désert quand il fait très chaud, très très chaud, on peut supporter l'extrême chaleur en buvant beaucoup et en transpirant. On peut supporter le froid, mais pour supporter la chaleur, il faut transpirer. Donc, s'il y a un taux d'humidité trop élevé et que vous ne pouvez pas transpirer, la situation est mortelle à brève échéance. Pour l'instant, à part Djibouti, à quelques rares moments, il n'y a quasiment aucun endroit du globe qui ont ce combo température-chaleur. Avec le dérèglement climatique, les projections sont toujours délicates, mais les dernières projections qui ont été travaillées aux États-Unis montrent qu'il y a plusieurs zones du globe qui sont menacées, dont la plaine de Pékin. La plaine de Pékin, c'est 45 millions d'habitants. Donc, sur la position des Chinois, je pense qu'il faut être très prudent sur le fait qu'ils sont capables de prendre un virage extrêmement serré, bien plus serré que ce que nous, on est capable de faire, confrontés à une situation qui sera une situation de mise en péril vital de leur population. Donc, je crois qu'il faut faire très attention sur le fait de considérer qu'on serait en avance et que les autres seraient en retard. Ensuite, il y a un élément assez intéressant qui est l'élément dynamisant, c'est-à-dire qu'on voit bien que quand on avance sur un certain nombre de régulations, finalement, on est plutôt, comme on est exemplaire, on tire les autres. Quand on freine des cas de fer chez soi en disant il faut que ce soit les autres qui le fassent avant, bah, tout le monde dit ça et finalement on ne bouge pas. Donc je suis absolument convaincue que l'Europe a les moyens, mais même la France, d'avancer de manière significative sans mettre en péril sa compétitivité, contrairement à ce discours communément admis, qui est plutôt un discours d'empêchement que volontaire plutôt que de réelles difficultés. Alors, à ma connaissance, la Banque mondiale continue largement à financer l'appui technique aux projets pétroliers ou gaziers partout dans le monde. Quelles évolutions attendues en cours de cette institution? Alors, l'évolution va arriver parce que la position de la IEA dont j'ai parlé, de stopper tout nouveau projet fossile, est une position récente et une position d'ailleurs à laquelle les acteurs internationaux ne s'attendaient pas. Et d'ailleurs, vous voyez souvent des gens, dont le PDG de Total, qui récemment a dit « mais ce n'est pas la position de l'AIE, moi je suis la position de l'AIE ». La position de l'AIE a changé, et changé de manière assez profonde. Donc, on voit bien que les grandes institutions vont contribuer à changer. Ensuite, sur les pays du Sud qui disent « oui, mais nous, on en a besoin », je pourrais parler du projet ICOP ou d'autres projets, par exemple. C'est là aussi très paradoxal, hein, le Sénégal, qui est confronté à ce type d'enjeu, où d'autres pays sont dans une espèce d'entre-deux compliqué parce qu'en même temps, ils vivent les conséquences. Donc, je crois qu'il faut faire très attention à ce deuxième pan du discours qui est de dire « ah non, mais attendez, il y a deux sous-éléments dans ce discours », c'est de dire « ah bah, ils ont le droit de faire comme nous on a fait, hein, on ne va pas les priver du développement parce que machin ». Et la deuxième chose, c'est oui, ils ont besoin des ressources. Il faut savoir aujourd'hui que la manière dont se répartit la richesse issue des industries extractives des pays du Sud est quand même inégalitaire au dernier degré. On peut parler même de prédation dans un certain nombre de cas. Donc, si on arrive déjà à redonner une part beaucoup plus juste des ressources naturelles exploitées dans ces pays, il n'y a pas forcément besoin de nouvelles sources d'exploitation.
Et ce qui est sûr, c'est que le coût, et c'est ça qu'il faut avoir en tête, c'est que le coût du dérèglement climatique va être beaucoup plus élevé que les ressources qu'on peut imaginer tirer de la dégradation de la situation au regard des émissions de gaz à effet de serre. Quelles sont les réactions des autres banques et des gouvernements européens suite à votre procédure auprès de la BNP? La démarche est-elle déjà porteuse de potentiels changements? Alors, pour l'instant, ce qu'on a vu à la BNP, donc c'est assez marrant parce qu'à chaque fois, on leur a dit, on est disponible pour discuter, mais jamais ils ont voulu discuter, c'est qu'ils ont adressé à l'ensemble de leurs salariés un grand livret pour expliquer pourquoi il n'y avait pas d'affaires BNP, etc., etc., etc. Et ce qui est pour nous intéressant, c'est qu'une grande partie des salariés de l'entreprise, et on a des témoignages évidemment, si je vous parle de ce livret, c'est que quelqu'un nous l'a envoyé, se posent beaucoup de questions sur leur travail eux-mêmes. Ça rejoint le grand mouvement pour un réveil écologique des étudiants, toutes les grandes écoles, les grandes universités qui se posent des questions sur le sens de leur métier. Ça rejoint le fait que la moitié de la promo de Polytechnique a tourné le dos au PDG de Total lors de leur discours de remise de diplôme. Cette conscientisation qui s'appuie simplement sur la science de toute une génération et de beaucoup de salariés est un élément assez décisif aussi. Pour nous, ni la BNP ni les salariés de la BNP, a fortiori évidemment, sont des ennemis. Au contraire, nous voulons que la BNP, et si la BNP changeait de façon profonde sa politique climat, ce serait une leçon pour beaucoup de banques dans le monde. Donc, on voit bien que les choses bougent. Alors, je ne peux pas vous dire évidemment de manière très transparente ce qui se passe avec les autres banques, mais ce qui est certain, c'est que certaines d'entre elles se sont dit « Ouh, c'est pas tombé sur nous ». Et donc, du coup, on peut ouvrir le dialogue avec certaines. D'accord, c'est-à-dire que ça a incité, alors ça a incité bien sûr d'autres banques à ouvrir le dialogue par rapport à ce sujet précis. Oui, très clairement, oui. D'accord. Okay. J'ai vu qu'il y avait une autre question sur les critères d'évaluation du dividende sociétal, si je ne me trompe pas. Vous voyez plus que moi. Oui, au-dessus, tout à fait. Vous évoquiez l'importance des indicateurs qui vont permettre d'évaluer la pertinence de ce dividende. Quels sont les indicateurs clés pour vous? Et si vous voulez bien, parce que tout le monde n'est peut-être pas au courant, rappeler cette... Alors, parce que c'est quand même super cette initiative, et de rappeler cette initiative du Crédit Mutuel suivie par la MEIF. Je vais faire le lien avec ce que je disais tout à l'heure sur le plafonnement de la distribution du dividende. Je répondais en fait à votre intervention en disant que nous, on voulait massifier cette dimension. Là, aujourd'hui, ce qu'on fait, la MEIF et le Crédit Mutuel, c'est de dire que de façon volontaire, ils consacrent une partie de leurs bénéfices à des actions. Alors, si je ne me trompe pas, au Crédit Mutuel, à leur fondation, qui va devenir la plus grosse fondation privée, qui donc a vocation à soutenir des projets divers et variés, à faire en sorte qu'une partie de leur mission naturelle de banque soit assurée en prenant en compte des critères notamment de justice sociale beaucoup plus importants, typiquement à pouvoir accorder des prêts avec un risque beaucoup plus élevé, mais en prenant le risque et du coup en finançant par eux-mêmes le risque de défaut. Je pense à des travaux de rénovation thermique avec des familles ou des ménages défavorisés. Et enfin, une autre partie de ce dividende sociétal consiste à investir dans des projets à impact sans exigence de rentabilité. Donc, on trouve les choses très bien. Alors, sur ce qui est de la fondation, pour dire les choses, ça nous semble, ça c'est un choix, j'allais dire, individuel de chaque organisation de pouvoir décider d'agir de cette manière. Dans les deux autres dimensions, ce qui nous semble intéressant, c'est justement d'intégrer dans leur action même en tant que banque des critères qui sont des critères qui permettent de pouvoir faire bouger les choses dans la société, c'est-à-dire d'aller vers davantage de justice sociale et de pouvoir répondre à la crise climatique. La question de la rénovation thermique, quand on sait que c'est un des principaux postes d'émission, les bâtiments de gaz à effet de serre, est une question absolument cruciale. Elle lie aussi la dimension climatique et la dimension sociale. Donc, c'est vraiment sur des critères d'efficacité qu'on va juger et sur le fait que disons qu'on ne greenwash pas des actions classiques. Et des indicateurs clés, pour un indicateur clé, par exemple, ce serait quoi? D'abord, l'indicateur dans le futur, ce sera la baisse des émissions, c'est-à-dire en quoi ça a contribué à faire baisser les émissions, que ce soit, et c'est un critère qui peut s'appliquer aux investissements dans des entreprises à impact ou des entreprises avec une rentabilité plus faible,
financière, mais avec une rentabilité climatique ou sociale très élevée. Donc, cette question de cet indicateur-là, il est parlant. Et l'autre élément, c'est celui des publics auxquels ça s'adresse, c'est-à-dire que justement de pouvoir faire en sorte que les publics les plus défavorisés, ceux qui vont le plus subir les conséquences de la catastrophe climatique et ont le plus besoin de cette transition, puissent en bénéficier. Donc là, c'est des critères assez classiques sur le profil et le budget des ménages concernés. Alors, comment on travaille avec les actionnaires? On travaille pas mal avec un certain nombre d'actionnaires. D'ailleurs, on ne demande pas aux gens avec qui on travaille de désinvestir totalement et de ne plus être actionnaire, en particulier de Total. Parce qu'effectivement, la question de la manière de poser des débats sur les résolutions climat nous semble très intéressante. Et à ma connaissance, ça ne ravit pas forcément l'équipe dirigeante de Total que ces actionnaires aient suffisamment de poids pour pouvoir poser ces débats, et on trouve ça très intéressant. Donc oui, on travaille avec les actionnaires en général, on travaille avec les fonds d'investissement. Je sais que beaucoup se posent la question, et puis un certain nombre sont conscients aussi que des actifs carbo-intensifs, ce sont potentiellement aussi des actifs risqués. Donc, les débats ont lieu avec tous ceux qui veulent discuter avec nous. Nous, on n'a pas d'exclusif sur les acteurs avec lesquels on échange. Alors, quels sont les pays ou les régions qui avancent le plus vite sur la finance durable? Est-ce qu'il y a des pays un petit peu modèles ou une banque de référence? Alors, sur la régulation, pour l'instant, on n'est pas… ce qui est paradoxal, c'est que les zones qui sont les plus riches en établissements financiers sont historiquement celles qui ont été les moins régulatrices, on va dire. Donc, c'est toujours plus compliqué de revenir sur ce recul. Mais je voudrais donner un exemple intéressant. Il y a une initiative en ce moment qui est l'initiative de Bridgeton, qui est portée par la première ministre de la Barbade, Mia Mottley, qui vise en fait à faire payer les pétroliers de manière à engager même pas une taxation des super profits, mais une super taxation des pétroliers et gaziers à l'échelle mondiale, en disant c'est eux les principaux responsables et c'est eux qui gagnent en ce moment tellement d'argent. Il y a quelque chose qui ne va pas parce que c'est eux qui aggravent la situation. Ce qui est intéressant, c'est que la Barbade est devenue, après son indépendance, un centre financier poussé par ses anciennes colonies. En fait, il y a eu vraiment un mouvement. C'est pour ça qu'il faut être très attentif quand nous, on met beaucoup en cause les paradis fiscaux. On sait qu'un certain nombre de territoires ont été poussés par leurs anciens colonisateurs à devenir des lieux très utiles. D'abord, ça leur permettait de se désengager de tout un tas d'obligations financières, de réparation de dommages causés ou de prédation des ressources naturelles, et en même temps, ça leur faisait une espèce de soupape fiscalement allégée très utile. Donc, justement, elle montre à quel point on peut faire un virage, et le virage qui est en cours à la Barbade est un virage très intéressant. Mais la banque la meilleure aujourd'hui, qui a la politique climat la meilleure dans le monde, c'est la Banque Postale, et elle est française. Okay, c'est clair. Les banques américaines, qu'est-ce que font les États-Unis? Est-ce qu'il y a aussi une tendance? On est au tout début pour dire les choses. Oxfam est présent dans 90 pays et on a donc nos collègues du Québec qui, il y a 6 mois, ont fait un rapport basé sur la même méthodologie que la nôtre, et là, nos collègues américains sont en train d'y travailler. Donc, c'est un peu tôt pour vous répondre, mais on coordonne nos efforts au sein de la Confédération Oxfam pour porter le même discours partout. Alors, est-ce que vous travaillez aussi avec les… C'est vrai qu'on a beaucoup parlé des banques ce soir. La finance, c'est aussi les assurances. Les assureurs. Voilà. Pour être franche avec vous, pour l'instant, on ne travaille pas énormément avec les assureurs. On est absolument conscient qu'ils sont concernés tout autant. Ce qui est intéressant avec les assureurs, c'est que eux, le risque et l'impact du risque climat, il est notable, et du coup, ils l'intègrent de manière plus rapide que les banquiers, de façon peut-être pas paradoxale, mais réelle. Donc, les discussions sont un peu plus faciles, mais comme on n'a pas 18 bras, c'est vrai qu'on s'est concentré dans une première étape sur les banques. Okay. Que pensez-vous de l'ESG bashing aux États-Unis?
Alors, c'est compliqué ce qui se passe aux États-Unis parce que si ça arrive, c'est aussi qu'il y a un discours de régulation qui est quand même un discours pas forcément habituel aux États-Unis, qui est aussi en pleine croissance et qui a croisé des propositions portées au sein de certaines, au sein des démocrates qui n'était pas le cas jusqu'à il y a quelques années. Donc, le débat politique aux États-Unis, on ne peut pas le transposer de la même manière que les débats politiques en France. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'aux États-Unis, ça peut aller quand même aussi beaucoup plus vite parce que sur certains sujets, dont les questions financières, le niveau fédéral est encore très puissant. Alors, il y a plein de sujets sur lesquels c'est beaucoup plus compliqué, mais sur la régulation financière, les États-Unis, qui sont pas folles la guêpe, ont gardé des manettes très importantes. Le sujet de la finance durable ne semble pas central dans les grandes conférences. C'est vrai qu'on C'est vrai, et c'est pour ça que je vous parle de l'initiative Bridgerton, parce que elle dit qu'il faut commencer par l'argent. Et ça va être à l'ordre du jour de la conférence de juin qui est co-organisée avec la France et l'Inde. Donc là, sur le financement de la lutte contre la pauvreté au niveau mondial. Mais en fait, se pose la question au travers de ça, de quel est le rôle de la finance dans un monde où les inégalités s'accroissent et où les conséquences du dérèglement climatique vont être à la fois coûteuse en investissement et coûteuse en dégâts. Donc, je pense que ça doit changer. Est-ce que ça va changer aussi vite que ce qu'on l'espère? Peut-être pas, mais autour de la finance et notamment de ce que je vous ai dit tout à l'heure sur une potentielle crise financière, et notamment, on peut tout imaginer, et moi, je veux pas être oiseau de mauvais augure, mais imaginons que ce qui n'existe pas et ce qui n'a jamais existé dans le modèle climatique et météorologique actuel, il y a une sorte de typhon qui traverse toute l'Europe du Nord. Et que il y a une sorte à la fois de coup énorme et de prise de conscience ultra rapide avec un virage là aussi très très serré et du coup avec une crise financière liée aux valeurs carbo-intensives qui est sans commune mesure avec ce qu'on aurait pu imaginer. Donc notamment la pandémie nous a montré que des décisions rapides et des changements très rapides et d'une ampleur très grande, c'était tout à fait possible en fait. C'est ce qui rend l'ancienne et la vieille écologiste que je suis pas complètement déprimée. Dans un monde parfait, quelle réglementation souhaitez-vous voir émerger au niveau de l'Union européenne? On a parlé en particulier du devoir de vigilance, Oui, c'est-à-dire d'avoir des règles, des Ouais. règles similaires à ce qu'implique le devoir de vigilance qui pèsent sur l'ensemble des entreprises européennes et qui leur mettent une pression et une réglementation identique pays par pays sur l'obligation de s'aligner sur un scénario compatible avec les 2 degrés, tout simplement. Donc, il faut évidemment des indicateurs qui permettent de le mesurer. Et une fois qu'on a les indicateurs, on a aussi la possibilité de rendre redevable cette trajectoire. De la même manière, et je le dis, de la même manière que vous pouvez considérer que Gap est en cessation de paiement parce qu'il n'a plus d'argent dans ses caisses pour payer, on pourrait très bien considérer qu'une entreprise qui est complètement désalignée par rapport à ses objectifs, elle est de fait en cessation d'activité forcée parce qu'elle est désalignée de ses objectifs de baisse d'émissions. Ça nous semble curieux là, mais pourquoi en fait la valeur financière et comptable serait plus importante que l'impact notamment carbone des entreprises? Sur le papier, il n'y a aucune raison. C'est juste parce qu'on est habitué à la comptabilité financière et au fait que parce que c'est financier, c'est important et c'est la clé pour analyser l'activité ou la vie d'une entreprise. Vous avez parlé tout à l'heure d'un événement rapide qui pourrait faire changer positivement la situation. En effet, un événement rapide qui a fait pas forcément positivement changer la situation, c'est la guerre en Ukraine, puisque c'est souvent un argument qui est donné et, par rapport, bien sûr, à la sortie du charbon, pour que les pays européens en fait freinent tout ce qu'ils avaient commencé à faire sur les investissements des énergies fossiles. Est-ce que c'est une fausse excuse? Est-ce que vous pensez qu'il y a de la réalité derrière? Alors, c'est un peu une fausse excuse, mais ce qui est sûr, c'est que c'est parce qu'on est aussi en retard sur les renouvelables. Ce qui est très intéressant de voir sur l'évolution de la production, notamment d'électricité renouvelable, c'est que la France, et c'est une des raisons pour lesquelles nous avons attaqué l'État pour inaction climatique, est en retard sur ses obligations. Et d'autres pays ont réussi à engager cette transition. Donc, on voit bien que face à la dépendance aux fossiles, et notamment aux fossiles qui viennent hors du territoire, la vraie solution de souveraineté, c'est une solution de production d'énergie renouvelable. Et pourquoi fausse excuse alors d'après vous?
Parce qu'en fait, on se cache sur le fait qu'on a pris du retard et qu'on a dit que ce n'était pas possible. Après, il y a des choses qui sont compliquées. Hein. Le bilan en matière d'émissions de CO2 du charbon européen, il est meilleur que du gaz de schiste transporté au travers de l'Atlantique. Donc, des fois, c'est un peu compliqué hein, quand on essaye d'être écologiste et honnête sur l'analyse des conséquences. Il faut regarder les choses avec les yeux ouverts. Donc, il n'y a pas le charbon, c'est mal et le gaz, c'est bien, par exemple. Voilà. On a rouvert une centrale à charbon en France, je me trompe, non? Et je crois qu'on ne l'avait pas tout à fait fermée. Oui. Et l'excuse qui a été donnée, c'était la guerre en Ukraine. Oui, bien sûr. Ah, c'est ça, ouais. Et ça, on aurait pu éviter? Non, sans doute pas. Et surtout, on aurait la raison pour laquelle on a été obligé de rouvrir une centrale à charbon, disons la vérité, c'est parce que nos centrales nucléaires n'étaient pas en fonctionnement. Hein. Et donc, on voit aussi que l'espèce de mythe autour du nucléaire. Voilà, je vais répondre sur le nucléaire. Alors, déjà, ce qu'il faut dire, c'est que même si on disait, allez, on tue toute contestation, on y va à fond la caisse, ça n'est pas à l'échelle du problème. Aucun, même surpromoteur du nucléaire, n'est capable de dire qu'on va sortir des centrales dans les 25 prochaines années rapidement. Donc, ça déjà, il y a un problème. Deuxièmement, la question de la sûreté est une question qui est assez fondamentale. Elle est revenue dans le débat autour de la fusion avortée, heureusement, entre l'IRSN et l'ASN. Mais une centrale nucléaire, à la différence de toutes les autres activités industrielles, présente des risques qui sont d'une ampleur sans comparaison. Donc, la question n'est pas celle du rapport au risque, mais de l'ampleur du risque. Si vous avez la centrale du Blayais qui a un gros accident de sûreté, vous pouvez avoir un quart du territoire français qui devient inhabitable, et ce, pendant une durée indéterminée, puisqu'aujourd'hui, on ne sait pas supprimer la radioactivité. Ce n'est pas du tout la même chose que si un avion qui se crache en décollant d'Orly. Hein, même s'il tombe sur l'endroit le plus habité, là où il y a ma maison et mes enfants, voilà. Donc, c'est pour ça que je n'aime pas le discours sur les écologistes qui n'aiment pas le risque. Oui, je sais qu'il y a un avion qui atterrit toutes les 2 minutes en passant au-dessus de ma maison. Eh bien, ça va tuer les 500 personnes qui sont dans l'avion et aller 2-3 000 personnes au sol. Voilà. Et puis, on va reconstruire et ça va s'arrêter. C'est ce qui s'est passé quand il y a eu AZF qui a explosé. Si une centrale nucléaire a des problèmes, et des problèmes graves, eh bien, vous êtes dans une situation qui n'est pas du tout la même. Deuxièmement, pour que ça fonctionne, une centrale nucléaire, il faut refroidir. Donc, on a 2 moyens pour refroidir, l'eau de mer ou l'eau de terre, c'est-à-dire celle des rivières et des fleuves. Dans un scénario où tout le monde sait que le dérèglement climatique va provoquer des périodes de sécheresse intense, des périodes de pluie intense, mais aussi de sécheresse intense, on sait bien que le rafraîchissement ou le refroidissement des centrales va être impacté. Quand vous avez donc la solution B, qui est le bord de mer, parce que là, il y a de l'eau, et qu'on sait très bien aussi que la conséquence du dérèglement, c'est la hausse du niveau des mers et des océans, on voit bien qu'il y a un problème technologique de base. Voilà. Ensuite, le nucléaire, c'est que la production d'électricité et tout le reste de l'énergie, notamment les transports, est encore un autre sujet. Donc, le vrai horizon, c'est un horizon de sobriété et c'est un horizon de transformation du modèle de production. Et pour ça, ça nécessite à la fois de l'investissement, de la réflexion, mais aussi de se donner cet horizon-là de manière collective et d'utiliser tous les outils de la puissance publique pour le faire. La réglementation, la législation. 2, l'investissement, la commande publique. Qu'est-ce qu'on achète, où est-ce qu'on choisit d'investir notre argent, et enfin 3, l'outil fiscal, ce qui sont les 3 outils de la puissance publique pour agir. Ouais. À ce propos, je fais une petite parenthèse, il y a un article très intéressant dans Le Monde la semaine dernière sur tout ce qui était refroidissement des centrales nucléaires et de l'eau, donc un article qui va un petit peu à contre-courant de tout ce qu'on peut entendre actuellement, donc je pense que c'est assez éclairant et merci de cette position très claire sur le nucléaire. Ah, mais sur l'euphorie en faveur du nucléaire, moi, je suis assez détendue avec ça. Je sais que l'espèce humaine est une espèce qui a une certaine aversion au changement. On n'aime pas changer, ça nous dérange, etc. Et la grande difficulté avec le dérèglement climatique, c'est que la tentation du déni, elle est forte. Elle est forte parce que les conséquences vont provoquer des pertes. Et donc, on a très envie d'avoir des doudous, des trucs où on se dit, non mais attends, là c'est compliqué, ok, je veux bien même pas contester que ça va arriver, mais regardez, on va faire 500 centrales et hop là, on n'aura plus de problème. Donc, il y a un aspect un peu doudou qui a d'ailleurs existé dans l'histoire avec les surgénérateurs.
pendant longtemps, les plus grands d'ailleurs promoteurs de l'atome aux États-Unis disaient « Attendez, là, la génération actuelle, ça produit des déchets radioactifs, c'est pas top, mais avec les surgénérateurs, ça va marcher. » Donc, c'était évidemment Cress-Malville. Donc, en France, on peut dire que c'est à cause des écologistes qu'on n'a pas poursuivi dans l'aventure des surgénérateurs, mais que les choses soient bien claires. Chez les Chinois, où les mouvements écologistes sont quand même très puissants, comme vous le savez, il n'y a pas non plus de surgénérateurs. Il n'y en a pas davantage aux États-Unis. Ça ne marche pas. C'était une sorte de rêve un peu prométhéen et ça ne marche pas. Donc, je vois bien, le discours me fait assez sourire, c'est-à-dire qu'en plus, tous les jours, il ne se passe pas une journée sans que je ne reçoive pas un message en expliquant que si la France est dans la difficulté avec ses centrales nucléaires, c'est à cause de l'accord entre Martine Aubry et Cécile Duflot. Alors, je sais que je suis ultra puissante et Martine encore davantage. Enfin, si un accord de 2011 de deux femmes qui, par ailleurs, ont été minoritaires, une qui a quitté le gouvernement, l'autre qui n'a même pas été désignée à la primaire, ont réussi à faire obéir et François Hollande et Emmanuel Macron pendant 6 ans, c'est quand même les championnes du monde. Donc, les arguments sont vraiment des arguments tout pourris. Parce que la réalité, c'est qu'on est dans une situation extrêmement compliquée, qu'il y a un problème de sûreté majeur dans nos centrales vieillissantes, qui sont toutes de la même génération, toutes construites en même temps, et qu'on voit bien que on ne sait pas. En fait, on n'y arrive pas. Et donc, essayer de croire qu'il y a une sorte de solutionnisme technologique comme en fait, comme quand on joue à cache-cache quand on est petit, qu'on se cache les yeux et qu'on dit c'est bon, je suis caché. Voilà, c'est à peu près du même. Vous inquiétez pas, on va faire du nucléaire. Et je trouve ça malhonnête de la part de ceux qui savent que c'est faux, mais je n'inclus pas dans cette catégorie un grand nombre de professionnels de secteur qui sont parfaitement conscients que notamment l'EPR, c'est un projet industriel qui a pris 4 fois plus de temps déjà que ce qu'il aurait dû, qui a explosé son budget de 5 fois et que n'importe quel projet industriel à qui serait arrivé ce genre de scénario, on aurait dit on arrête. Mais tout ça est lié aussi à la naissance du nucléaire civil. Le nucléaire civil, c'était la vitrine légale du nucléaire militaire. C'était l'outil d'acceptabilité du nucléaire militaire dont on pouvait quand même se dire que c'était juste horrible. Donc, tout ça s'explique et ça ne m'étonne pas qu'il y ait cette espèce de petite hype pour pas avoir à dire, en fait, le modèle qu'il va falloir prendre, c'est un modèle de sobriété et notre modèle qui fait qu'en bas de l'endroit où je suis là, sur l'avenue Parmentier, il y a des monceaux de ferraille de plus d'1 tonne qui roulent à 20 à l'heure en transportant une personne, alors qu'elles sont prévues pour en transporter 5 avec tout leur bagage à 180 km à l'heure, alors même que la limitation de vitesse, c'est 130. Et que ça, c'est rationnel. Ça n'a rien de rationnel. Juste, on s'est habitué à des choses et on n'a pas très envie d'en changer. Mais on a cette capacité, je suis certaine, de le faire quand même. Merci, merci beaucoup. Dernière question sur la jeunesse. Donc, l'urgence climatique conduit la jeunesse notamment à vouloir des actes forts, rapides, appelés à repenser le modèle de société. Comment votre plaidoyer est perçu par ces mouvements? Alors, je trouve intéressant ce qui se passe dans la jeunesse. D'abord, moi, le pacte pour un réveil écologique, la mobilisation, je me souviens très bien le jour où je l'ai lu. J'ai eu 2 moments assez bouleversants dans ma vie. Et je ne dis pas ça en tant que prosélyte du tout, mais quand j'ai lu l'encyclique du pape François qui s'appelait Laudato Si, avec une espèce de prise de conscience écologique assez forte d'une institution qui est quand même une institution qui a un peu d'audience au niveau international. Et ensuite, ce texte, très bien, mais dont je m'attendais à dire, voilà, il faut changer. Et avec cette phrase que je n'ai jamais oubliée, à quoi ça sert d'aller bosser en vélo si c'est pour aller travailler dans une entreprise qui détruit le climat? Et je me suis dit, voilà, là, ils sont passés à un stade supérieur qui est le stade systémique, de dire, en fait, la question n'est pas les comportements individuels, parce que le carbone 4 l'a bien montré, même si on était tous exemplaires dans nos modes de consommation, dans nos modes de transport, on atteindrait 25% des objectifs de diminution des émissions. Les 3/4 dépendent de politiques publiques et de choix plus collectif. Donc, d'avoir cette compréhension-là et la volonté de challenger les entreprises où ils allaient travailler pour qu'elles rentrent dans ce scénario, j'ai trouvé ça extrêmement positif. Après, c'est vrai que ce qu'on appelle l'éco-anxiété, c'est-à-dire le fait que ma fille de 15 ans, elle m'a dit « Mais tu crois que moi, un jour, je pourrais avoir des enfants ?» Moi, ça me blesse beaucoup. Alors, j'ai une réponse extrêmement claire là-dessus, qui est que pendant des générations, les femmes et les hommes d'ailleurs ont eu des enfants avec une bonne chance sur 3 qui meurent avant d'avoir 3 ans. Et ça ne les a pas empêchés d'avoir des enfants. Que la génération de mon grand-père, avant lui, de son père, quand il mettait au monde des enfants, surtout si c'était un garçon, il avait une grande chance de pouvoir partir à la guerre et de risquer d'y laisser sa peau. Je le dis parce que quand mon grand-père a pris sur ses genoux mon fils, donc qui est né en 1997, il lui a caressé les cheveux
Il a dit, tu vois, pour ton père et même pour ton frère, j'étais pas sûre, mais ce petit, il n'ira pas à la guerre. Il était né en 1910. Et voilà, ça me fait réfléchir sur le risque qu'on prend quand on a un enfant. Et donc, c'est vrai que je vois bien cette radicalisation et cette volonté d'une action rapide, mais je trouve qu'elle est positive, c'est-à-dire qu'on a besoin aussi là, de gens qui disent, en fait, on ne va pas faire comme vous faisiez parce que ce n'est pas une bonne chose et que, y compris dans nos études, nous apprenez pas à faire exactement comme vous avez fait avec des cas pratiques qu'il suffira d'appliquer parce que ce n'est plus ça qui marche, parce que ce n'est pas ça qu'il faut faire. Et donc, si on voit le côté noir, c'est que ça va être effectivement difficile, compliqué, sans doute brutal. Le côté positif, c'est que ça va être aussi une aventure et une aventure d'intelligence, une capacité à utiliser toute notre puissance cognitive pour pouvoir répondre à des problèmes qui se posent à notre espèce sur l'ensemble du globe et des problèmes que nous avons causés nous-mêmes. Ça, c'est la chose la plus mystérieuse de l'être humain. Merci de finir sur cette note très positive. Et je pense qu'on en a besoin. On a besoin de notes positives. C'est vrai que le GIEC a fait paraître son dernier rapport avec des constats plutôt justement assez alarmistes sur des engagements pris qui ne sont pas suffisants, sur les investissements publics et privés qui continuent à se diriger vers les énergies fossiles au lieu de financer des solutions plus durables. Donc, merci de finir sur cette note positive. Des choses très intéressantes sont sur votre site, vous en avez cité, sur le site d'Oxfam France, et je cite en particulier le rapport Banque et Climat, le désaccord de Paris publié en octobre 2021. Last but not least, on a tous un compte bancaire. Je pense que voilà, ceux qui sont là ont un compte bancaire. En tout cas, il y a un calculateur en ligne sur le site d'Oxfam qui permet d'estimer l'empreinte carbone de son compte bancaire. Donc je pense qu'aussi, on peut s'adresser aussi aux citoyens qu'on est pour aussi bouger et faire bouger les lignes. Et si vous le dites quand même, si oui. je me permets, il y a eu dans l'histoire récente 2 grands accords internationaux. Un sur les émissions de CFC, le fameux trou dans la couche d'ozone. Ça a marché et le trou s'est rebouché. Et un deuxième que j'aime beaucoup, qui est le moratoire sur la chasse à la baleine. Et on a maintenant les premières générations de cachalots qui n'ont plus peur de l'être humain parce que même si le Japon et la Norvège n'ont pas toujours tellement respecté, globalement, la population de cachalots qui était en grande disparition s'est reconstituée. Et c'est très intéressant parce que les cachalots, c'est des animaux qui sont aussi sociables que nous, aussi intelligents que nous, avec une grande différence, c'est qu'eux, ils n'ont jamais envisagé de coloniser la Terre, de décider quel bout de l'océan était la propriété de qui et de maximiser les profits des entreprises de cachalots. Eux, ils mangent et puis quand ils ont fini de manger, ils se font des câlins, ils jouent, ils profitent de la vie. Et donc, si je peux vous donner envie de lire le livre de François Sarano qui s'appelle « Le retour de Moby Dick », ça permet aussi de se dire qu'on peut avoir les mêmes qualités d'intelligence, de projection, de sociabilité, et pas faire la même chose de sa société, ce qui nous donne un peu d'espoir en tant qu'espèce humaine. Une magnifique conclusion, je n'ai plus rien à dire sur un conseil lecture. Donc, merci beaucoup Cécile et bonne soirée. Merci à vous, bonne soirée. Au revoir. Au revoir.